Merci d'avoir bien posé le problème. C'est vrai qu'il y a une question qui se pose là, on est entre professionnels du monde de la RDR pour usagers de drogue, c'est quelle myopie nous touche pour qu'à ce point on ne regarde pas les consommations d'alcool comme elles existent parmi nos usagers, puisqu'il s'agit des mêmes et qu'il n'y a pas de lignes maginaux, pour reprendre le terme d'hier, entre consommation d'alcool, consommation de stupéfiants, parce qu'on va distinguer les deux qui relèvent quand même tous de drogue. Certes, alors, il faut quand même savoir que le décret relatif aux missions des CARUD ne dit pas un mot de l'alcool. Il faut savoir que le référentiel de la RDR usager de drogue ne parle que 2 fois du mot alcool associé à l'usage de stupéfiants. Donc jamais l'alcool en tant que tel. Pourtant, quand on traite les questions des statistiques de nos CARUD, puisque la NPA en gère 10 et on en gère 130, on a 130 CARUD en France, quand on regarde, quand on compile toutes les données des CARUD en France, on voit que l'alcool avec le cannabis est le produit le plus consommé parmi nos usagers. Et que c'est parmi les consommations récentes les plus fréquentes en CARUD. Quelle représentation avons-nous, nous, professionnels, pour ne pas traiter de front la question de la consommation d'alcool? Tabou, banalisation, absence de fascination pour le buveur excessif, comme on peut parfois avoir pour l'usager de drogue, difficulté nous-mêmes en tant que professionnels à aborder la question pas claire pour nous-mêmes en tant que professionnels, et comme la majorité des Français consommateurs d'alcool. Pourtant, c'est vraiment le même public, hein. Donc où est ce problème? Pourtant, l'approche RDR alcool s'inscrit exactement dans les mêmes objectifs que la RDR pour usagers de drogue. L'objectif, c'est la meilleure qualité de vie des consommateurs avec leur consommation. Il n'y a pas de société sans drogue, il n'y a pas de consommation de société sans alcool. Pas de prohibition, on ne prône pas la prohibition, personne en matière d'alcool, comme on est tous, je crois, d'accord ici pour lever les prohibitions sur l'usage de stupes. On lutte contre la stigmatisation des consommateurs, puisqu'il y en a bien un dans la société qui est stigmatisé, c'est vraiment le buveur excessif d'alcool, qui ne sait pas boire, qui n'a pas ce bon savoir-vivre. Et ce qui est hyper important, c'est que c'est un jeu à 3 composantes, comme en matière de drogue en général, hein. C'est l'individu avec ses expériences, ses compétences, ses vulnérabilités, c'est le produit avec ses qualités, mais aussi ses risques inhérents, des modalités de consommation entre boire dans son canapé tranquille ou s'injecter tranquille dans son canapé et dans la rue et au volant, c'est pas les mêmes risques. Un contexte, alors pour l'alcool c'est formidable, hein, c'est en vente libre, bon, sauf pour les moins de 18 ans quand c'est respecté. La publicité, c'est à gogo, on interdit la pub sur le tabac, mais c'est autorisé pour l'alcool. C'est la répression, alcool et route, c'est la répression, comme tu le disais, des ivresses publiques et manifestes. Voilà. À la différence des stupes, qui eux sont interdits, l'alcool illicite est très ancré culturellement. Une consommation à grande échelle dans toute la population, une ligne rouge en termes de représentation entre le bon buveur, qui est un bon vivant, qui est un bon jouisseur, voire un fin gourmet, et buveur excessif, qui est évidemment l'ivrogne, qui ne sait pas boire. Une survisibilité culturelle, vin et terroir, avec le béret et la baguette sous le bras, le rhum sur nos îles, l'alcool invité incontournable de toutes nos fêtes, pas une naissance, pas un mariage, pas le bac du petit dernier fêté sans alcool. En termes d'approche populationnelle, comme tu dis, on stigmatise beaucoup, on parle beaucoup de l'alcool et des jeunes et des femmes. Bon, les premières victimes, c'est quand même les hommes de 45-50 ans. C'est eux les premières victimes. Chez les jeunes, on parle beaucoup des épisodes d'ivresse massive, de binge drinking. Chez les femmes, il faut quand même savoir qu'une cadre sup consomme plus qu'une ouvrière spécialisée. Donc on a un effet inverse de la population masculine. Et évidemment, la femme précaire, maman, qui consomme, elle va être stigmatisée parce que mauvaise mère. Alors que statistiquement, c'est quand même les cas de sup qui consomment plus chez les femmes. Les seniors et leur consommation d'alcool, parler à n'importe quelle aide-soignante, aide ménagère, les courses avec une bonne partie du caddie rempli d'alcool,
la mémé qui s'effondre chez elle. Alors on dit que perte d'équilibre, machin, parce qu'on est âgé. Non, c'est surtout le cocktail, médicaments, alcool, des personnes âgées qui pourraient être maintenues peinards chez elles. On n'aborde pas la question de l'alcool, et elles en sont les premières victimes, et elles finissent en EHPAD dans des conditions de vie bien moins meilleures que chez elles. La surreprésentation des problématiques alcool, on le voit dans les services d'urgence dans les hôpitaux, on le voit dans les populations carcérales, toutes les enquêtes le montrent, et on le voit dans les violences entre personnes, notamment homicide entre hommes, souvent avec l'effet d'alcool, et homicide contre les femmes aussi. En matière d'alcool, il n'y a pas de répression pour son accès, c'est en vente libre, donc sauf pour les mineurs. La pub est autorisée. Les salles de conso existent depuis toujours, en famille, dans les bistrots, dans les restos, dans les clubs. Les non-consommateurs, ils sont suspects. Soit ils ne sont pas drôles du tout, soit c'est des abstinentiels malades, donc c'est pas la meilleure image. Des musulmans. Ou des musulmans, voire intégristes. Et les associations d'autosupport, ce sont des associations d'anciens buveurs. Il n'y a pas d'association d'autosupport de consommateurs. Donc, comment un produit à consommation si fréquente, notamment chez les usagers de drogue, se trouve-t-il à ce point le parent pauvre de la RDR? Main invisible du lobby alcool, qui nous paye tous pour laisser tranquillement les gens consommer et se mettre parfois en risque. Banalisation par l'ancrage culturel. On ne va pas emmerder le toxico avec l'alcool alors qu'il est déjà emmerdé du simple fait de sa consommation de stupes, du fait de l'illicité du produit. Pourtant, c'est bien le tabac et l'alcool qui va tuer le toxico en termes statistiques. Voilà, donc c'est pour ça qu'à l'NPA, nous, on essaie d'attaquer le truc frontalement sur un continuum qui est 1. Concourir à un environnement favorable à la santé, c'est-à-dire, par exemple, le respect de la loi E20 sur la publicité. Parce que les alcooliers ont des moyens dont on ne disposera jamais. Et ils bombardent en termes de pub. On essaie aussi d'agir sur la publicité sur Internet, puisque évidemment, c'est pas dans la loi E20, donc ils la contournent allègrement. Et puis, sans compter toutes les images YouTube et tout, tapez biture sur Internet, vous verrez les images, c'est pas mal. On lutte contre la stigmatisation des consommateurs et surtout des personnes dépendantes, notamment les femmes, comme je disais. On essaie d'agir le plus précocement possible par la promotion de la santé, c'est-à-dire renforcer les compétences psychosociales des gamins pour qu'ils sachent résister à la pression du groupe, notamment. On essaie de repérer, d'orienter le plus tôt possible, et pour ça, il n'est jamais trop tard. Donc même quelqu'un très très avancé dans des problématiques, c'est jamais trop tard. Réduire les dommages, c'est-à-dire conjuguer le care, prendre soin, et le cure, soigner, et ça se réduit absolument pas au dogme de l'abstinence comme certains voudraient stigmatiser tous les alcoologues. Réduire les dommages, c'est aussi faire avec chaque usager, avec ses compétences, son expérience. Et faire avec les contraintes et les paradoxes, parce qu'en matière d'alcool, comme c'est licite, on doit faire avec de la pub, des troquets à tous les coins de rue, et en même temps accompagner des personnes en difficulté. Une demande individuelle, on parle toujours de la demande du consommateur, de l'usager. Sa demande, c'est souvent la pression de la famille. Pour une femme, ça va être maintenir la garde de ses enfants. Pour un homme, c'est aussi maintenir la garde de ses enfants, c'est maintenir son emploi, comme tu disais, accéder à certains droits sociaux qui lui sont coupés juste pour des consommations excessives. Une société, on doit faire aussi qu'une société qui valorise l'alcool. Qui ne sait pas vivre, ne sait pas boire. Et des représentations de genre, comme tu l'as dit, mais j'insiste lourdement en matière de consommation par les femmes. Alors, à l'NPA, on essaie d'agir sur plein de publics, auprès des plus précaires, avec... là, je laisserai les équipes parler parce que certaines sont dans la salle. Comme à la NPA 75, où on bosse dans des espaces solidarité insertion, des CHRS, comme des maraudes sociales dans le 18. On travaille aussi auprès de CARUD, comme dans le 18, mais aussi on a travaillé auprès de Beaurepaire, Ego ou STEP. On essaie de travailler un maximum dans l'espace public et les jeunes, par exemple avec nos ambules,
Tendance alternative festive à Bordeaux ou Bamboche à Bourges. Le festif, c'est aussi être présent sur les festivals comme en Corse, mais là je laisserai vraiment mes collègues en parler, ou en Ardèche. Et puis l'expérience du comptoir à moindre risque au Puy-en-Velay, où il s'agit d'impliquer les gérants de bars, les serveurs, comme acteurs eux-mêmes de la prévention sur l'usage de produits psychoactifs en général et l'alcool en particulier. Et puis agir aussi par rapport au public, aux professionnels qui travaillent auprès des personnes seniors, et notamment le département du Nord qui a fait une brochure pas mal pour aider les professionnels. Voilà, donc on essaie de s'inscrire sur tous les publics. Et comme on gère nous-mêmes des CARUD, on s'est posé la question de la consommation d'alcool en CARUD, et certains CARUD refusent systématiquement l'entrée de la canette dans les lieux. C'est pas méga efficace puisque finalement ça se fait sur le trottoir, voire les personnes se chargent avant de rentrer dans le CARUD pour pouvoir pas perdre leur canette. Donc l'idée de pas mal de CARUD maintenant, c'est de pouvoir déposer sa canette en CARUD. Mais là-dessus, voilà, les réflexions ne sont pas abouties, et je pense qu'on a beaucoup de progrès à faire.